Bonjour à tous et merci Pascal Blanchard d'être avec nous. Bonjour. Alors, je vous rappelle, 806 personnes viennent de découvrir I Am Not Your Negro. Déjà énormément de réactions avant que les questions soient regroupées. Alors, vous avez été présenté par Isabelle Giordano, donc on va pas perdre de temps, votre temps est précieux, on a envie de vous entendre répondre à toutes les questions. Et moi, je vais vous en poser une première. En quoi ce film que nous venons de voir s'inscrit dans notre cycle que nous avons eu l'honneur de faire en collaboration avec le groupe Achac, Cinéma pour tous et le Palais de l'Immigration. En quoi s'inscrit-il dans ce cycle Nos histoires de France? Parce que c'est une histoire qui est tellement ancrée dans la réalité américaine. D'abord parce que, bonjour à tous, d'abord très heureux d'être là et très heureux de pouvoir parler de ce grand film qui est à la fois un film fort, important et qui va au creuset des choses. Pourquoi ça parle de la France aussi? Parce que ça parle d'abord d'un homme qui a très bien connu la France. Je rappelle que Baldwin a vécu en France. Donc c'est quelque chose qui est important à dire, c'est parce que c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement la France, qui est au cœur de ce film. Et Raoul Peck aussi, qui a été un réalisateur qui a traversé l'Atlantique plus d'une fois par rapport à ses projets. Il parle de quelque chose qui est universel en fait. Il parle de quelque chose, d'un individu qui regarde le monde qui l'entoure et qui nous explique à travers ce monde qui l'entoure la manière dont il doit pouvoir vivre par rapport au regard des autres, par rapport à la violence ambiante et par rapport à son statut d'homme noir dans la société américaine au poids de l'histoire. Donc il fait ce lien entre l'histoire américaine et son vécu dans le présent. Et ça, je pense que c'est universel. Après, la France est différente des États-Unis, c'est une évidence. Mais ça nous parle d'un mécanisme, ça nous parle d'un regard qui est posé, ça nous parle d'une mécanique aussi individuelle et collective. Et donc, ça nous inspire pour réfléchir, avec les différences que sont la France, sur justement ce que peut être cette oppression visuelle, cette situation d'un homme noir dans une société blanche et avec tout le poids de l'histoire. C'est pour ça que c'est pour nous inspirant, avec, je le dis bien, des différences profondes qui sont liées à l'histoire de France. Alors, juste pour rappeler ces différences, quand il dit, par exemple, que la France a représenté pour lui, m'a permis de sortir des béquilles de la race, ça veut dire qu'à un moment donné, quand il est venu, est-ce que, par exemple, dans la période où il est arrivé, marcher dans la rue, un homme et une femme, blanche et noire, est-ce que c'était possible en France? Est-ce que c'était important pour lui de... C'était fondamental pour lui, comme pour tous les Afro-Américains qui sont venus en France. Dès les années 20 et 30, White disait notamment, un autre grand auteur américain, que la France était sa deuxième patrie. C'était un des très rares pays au monde où un homme noir, ou une femme noire d'ailleurs, pouvait aimer, être ami, boire une bière sur une terrasse, se promener dans la rue. Et les gens ont du mal à l'imaginer aujourd'hui. La France était à ce niveau-là et a été pendant des années vraiment une nation où des intellectuels noirs américains, hommes comme femmes, des musiciens, des artistes, des écrivains, je pense à Mike Kay par exemple, des jazzmen comme Sidney Bechet ont pu venir en France et découvrir quelque chose, en fin de compte, qu'il faut se le dire aujourd'hui, qu'ils ne connaissaient pas en Amérique. Il était inconcevable qu'un homme noir et une femme blanche boivent sur une terrasse de café un verre en commun. Ils se seraient fait lyncher. Et la différence, c'est que Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon étaient des villes où c'était possible. Et ce choc, pour tous les Afro-Américains qui l'ont raconté, a été un choc majeur. Ok. Alors, peut-être il faut revenir dans les questions. Il y a quand même un petit sur la façon dont le film a été construit par Raoul Peck. Beaucoup de questions sur les allers-retours Oui. dans le film, qui ont un peu troublé ou en tous les cas interrogé. C'est vrai que ça peut être perturbant, mais en fin de compte, il fait ses allers-retours pour en permanence essayer de faire le lien entre la situation de son vécu et des situations historiques, pour arriver à faire comprendre que ce qu'il vit, c'est lié à la fois à la culture américaine, c'est lié au cinéma américain, c'est lié à des grands personnages qui ont connu des destins tragiques quand ils se sont battus pour les droits civiques, c'est lié à Malcolm X, c'est lié à Martin Luther King, c'est lié à Harold, vous le voyez dans le film. Donc, c'est va-et-vient, c'est sa manière à lui de raconter l'histoire en faisant le lien, comme un peu vos enseignants le font, d'expliquer le présent à l'aune d'événements du passé. Donc, c'est ce jeu permanent entre passé et présent qui permet de comprendre sa manière de penser et de dire « je suis l'héritier de ce qui s'est passé avant moi, tel événement avant moi explique aujourd'hui mon regard ou tel événement avant moi explique le comportement ». En fin de compte, il nous parle de l'héritage, il nous parle de cette continuité. Nous sommes tous, quelque part, les enfants de l'histoire.
Nous sommes tous la conséquence de l'histoire. Nous sommes tous les héritiers de ce qui s'est passé avant nous. Et sa manière de construire son film, par des sortes de flashbacks, de voyages entre le passé et le présent, c'est la manière d'exprimer à sa manière cette histoire. D'où vient ce racisme aux USA? Par exemple, le collège Simon demande pourquoi y a-t-il autant de vagues de violences policières pendant la ségrégation? Parce qu'après tout, les lois étaient votées, on aurait pu penser que ça y est, quoi. Très bonne question. L'Amérique est un pays qui a connu l'esclavage sur son territoire. En même temps, l'Amérique a connu une violence à l'égard des Amérindiens qui étaient les premiers habitants, une violence avec ce qu'on a appelé les guerres indiennes. L'Amérique a eu aussi un comportement extrêmement ségrégationniste, de séparation, notamment avec beaucoup de travailleurs qui sont arrivés d'Europe, mais aussi d'Asie, les Chinois par exemple. Et cette violence, elle fait partie non pas d'un récit lointain en Amérique, mais elle fait partie de l'histoire propre aux États-Unis et pendant de longs siècles. Au moment où les lois sont votées, les premières lois sur l'égalité, par exemple l'accès aux écoles, aux universités, par exemple le droit de vote, par exemple en 67, le fait qu'un homme blanc et une femme noire puissent s'aimer, il faut attendre 1967. C'est pas parce que la loi fait passer des textes que l'état d'esprit des gens était pour. Beaucoup étaient contre, notamment dans les États du Sud, refusaient catégoriquement de mettre en pratique les lois, refusaient de laisser rentrer des étudiants à l'université, refusaient notamment que des Noirs puissent voter. Et donc, à un moment, les manifestations qui ont lieu à l'époque, la violence qui existe à l'époque, c'est parce que certains revendiquent la mise en pratique de ces lois, revendiquent l'égalité qui vient d'être votée, et ces manifestations vont déclencher des mouvements de violence à la fois contre des contre-manifestants blancs qui s'opposent à ces lois, ou voire avec les forces de police, puisque les manifestations, vous l'avez vu, ont pu être très violentes au moment des droits civiques. Donc ceci explique que, vous le savez, entre le moment où une loi passe et le moment où elle peut rentrer en pratique, ou du moins ce que souhaitait faire la loi devenir la réalité du quotidien, ça a été très compliqué. Vous le savez, par exemple, que les premiers étudiants qui ont été dans les universités américaines étaient accompagnés notamment de gens qui les protégeaient du FBI. Sinon, ils auraient été agressés, voire lynchés par d'autres étudiants blancs qui ne voulaient pas de leur présence. Il faut comprendre qu'entre le moment de la loi et le moment où elle est en pratique, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans ont été nécessaires dans certains États du sud des États-Unis. Donc, ça correspond aussi à une autre question, ce que vous venez de dire. Si on met en relation les images d'archives des années 60 avec celles des événements de l'été 2020, on peut se demander si la situation raciale a vraiment évolué et en quoi aux États-Unis. Il y a encore des comportements racistes chez certains policiers ou dans certains individus. Vous l'avez vu, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des mouvements alt-right ou des mouvements séparatistes ou des mouvements extrêmement suprémacistes blancs qui existent toujours. Ce sont comme dans d'autres pays d'ailleurs du monde ou européens, des mouvements d'extrême droite ou des milices qui sont encore très présents. Mais la grande différence qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'à l'époque, c'est ce qui se passait. L'opinion publique en entendait peu parler. D'une certaine manière, seuls les Noirs se sentaient concernés. La grande différence avec ce qui s'est passé en 2020, c'est que des jeunes aux États-Unis, comme dans le reste du monde, de toute couleur de peau, se sont mobilisés contre ces crimes. La prise de conscience de ces crimes est devenue aujourd'hui universelle. Dans la société américaine, ce ne sont pas simplement des hommes et des femmes noires qui se sentent concernés. Ce sont des individus d'un spectre beaucoup plus large. C'est une évolution majeure. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passait à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est inacceptable. Regardez les condamnations qui vont avoir lieu, notamment, puisque les procès vont démarrer. Regardez les indemnisations pour certains crimes aux États-Unis. Regardez la médiatisation de ces sujets-là. Regardez comment s'engagent, par exemple, les sportifs américains sur ces éléments-là. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord aux États-Unis, hein. Mais aujourd'hui, le rapport de force qu'il y a, la volonté d'arriver à régler ce problème-là est extrêmement différente. En 30 ans ou en 40 ans, les choses ont profondément changé. Et elles ont changé parce que des gens se sont battus pour ces questions, parce que des gens ont travaillé sur ces enjeux, parce que des hommes et des femmes politiques se sont engagés aux États-Unis sur ces enjeux, parce qu'il y a eu les années Obama aussi, parce qu'il y a aujourd'hui des militants, et je le dis bien, et c'est très important, vous l'avez vu dans les manifestations au moment de l'affaire Floyd, de toute couleur de peau, de toute génération, qui se sont engagés dans ce combat pour l'égalité. Ce que vous dites fait penser à quelque chose de très émouvant dans le film, quand il parle de son institutrice qui a joué un rôle, Bill Ethel, elle a joué un rôle très important. Nous sommes devant 800 jeunes et leurs professeurs, c'est-à-dire que toute tendance qu'il pourrait y avoir de se dire « je suis noir, c'est mon problème, je suis blanc, c'est le tien, c'est pas le mien », et aussi, qu'est-ce qu'on a fait nous dans notre génération
on n'a pas coopéré à tout ça. Comment, en fait, on est le produit de notre histoire et que ce message est un message un peu d'espoir, de dire c'est notre histoire commune qu'on a à vivre ensemble, blanc et noir. Bien sûr, et on découvre aussi que la question du racisme ne concerne pas que ceux qui sont touchés par le racisme. Voilà. Si c'était le cas, ça fait bien longtemps qu'on aurait réglé le problème. La question du racisme nous concerne tous. D'abord parce qu'il faut savoir une chose. Un jour, chacun d'entre nous peut être concerné par l'exclusion, au nom de la couleur de sa peau, au nom de sa religion, au nom de qui il est. Je rappelle qu'à certaines époques, ceux qui se sont battus, par exemple, contre l'occupation allemande, se sont retrouvés aussi à un moment dans le camp des exclus. Ceux qui se sont battus pour leur égalité en tant que femmes ont pu se retrouver à la marge de la société. Donc ça veut dire, attention, à partir du moment où si quelqu'un commence à ségréguer l'autre, à être raciste avec l'autre, il faut toujours se dire cette chose fondamentale, un jour ça peut être nous. Deuxièmement, la question du racisme et la question de la capacité à le déconstruire, la question de tout simplement en faire un sujet universel, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si on veut éradiquer le racisme, c'est seulement et seulement à partir de ce moment-là, si tout le monde s'empare de la question. Sinon, il n'y a que les victimes qui vont se plaindre. C'est exactement le même débat contre les violences faites aux femmes. C'est exactement le même débat quand vous avez de la ségrégation dans sa religion. C'est un combat collectif. Et ce combat collectif, il ne peut passer que par des gens qui en prennent conscience. Des enseignants, des instituteurs, des pédagogues, des acteurs sociologiques, des artistes aussi, des hommes et des femmes politiques. C'est pour ça que l'explication par l'histoire d'où ça vient, prendre du temps pour expliquer les mécanismes, c'est très important. Pourquoi? Parce que certains pourraient croire ou imaginer qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas lutter contre ces situations. Mais bien sûr qu'on peut lutter contre ces situations. Elles ont été créées par l'histoire. Elles ont été créées par les intérêts de certains. Vous savez, pendant très longtemps, les hommes ont expliqué aux femmes qu'elles ne seraient jamais leurs égales, qu'elles ne seraient jamais capables de faire de la politique, qu'elles ne seraient jamais capables d'être des dirigeants d'entreprise, qui en fin de compte ne seraient jamais capables. Et ça n'a pas été qu'un combat des femmes, ça a été un combat des femmes et des hommes pour que la parité, l'égalité, notamment dans la loi aujourd'hui, notamment dans la vie politique, par exemple, française, puisse se mettre en place. Mais ça a été un combat extrêmement long, parce que pendant très longtemps, ce combat n'était pas au départ partagé par tous. Et bien c'est là qu'on voit la nécessité d'avoir des gens qui vous éclairent, d'avoir des gens, des pédagogues par exemple, qui vous expliquent l'histoire ou qui vous expliquent les comportements ou qui vous expliquent les situations pour arriver à en prendre conscience et donc être vous aussi des acteurs de ce changement demain. Le collège Jules Simon, est-ce que toutes les images du film sont réelles? Est-ce que les images d'archives sont vraiment des images d'archives? D'où proviennent-elles? Le collège Luc Besson, pas Luc. Pourquoi certains Américains brandissent le symbole nazi face aux Noirs alors que les Américains étaient contre eux pendant la Deuxième Guerre mondiale? Deux très très bonnes questions. Oui, les archives que vous voyez sont des archives réelles. Il existe des centaines et des milliers d'heures sur tout le combat des droits civiques, voire sur le combat au moment de Harlem Renaissance dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis, ou la mobilisation des troupes noires pendant la Seconde et la Première Guerre mondiale. Ces archives existent, beaucoup sur à ce qu'on appelle la bibliothèque de Washington, ou d'ailleurs c'est des archives qui sont gratuites ou au NARA en consultation. Vous les trouvez aussi dans ce qu'on appelle aux États-Unis des fonds d'État, puisque vous le savez que les États-Unis sont constitués de plusieurs États, donc vous pouvez avoir des fonds nationaux ou des fonds qui intègrent toutes les États-Unis et qui regroupent ces archives et ces fonds. Des fois, même, il est plus facile de travailler avec des archives américaines filmées qu'avec des archives françaises. Deuxièmement, n'oubliez pas que beaucoup de ces archives sont passées à la télévision à l'époque, dans les actualités. Et il y a un décalage. Les actualités américaines avaient à peu près 15 ans d'avance sur les actualités françaises qui sont restées très longtemps des actualités cinématographiques. Ça veut dire qu'il y a une matière première. Cette histoire est visible. C'est pas du tout une histoire invisible. Alors, pour le parti nazi et pour les nazis aux États-Unis, d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si les nazis se sont battus face à l'Amérique et l'Amérique face aux nazis, il y avait un parti nazi avant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, qui avait plusieurs centaines de milliers d'adhérents. Certains croyaient même arriver au pouvoir. Je pense à Lindbergh, qui était porté par ces extrémismes de droite. Et on était dans la fin des années 30. Et ces idées ont rémané, ont traversé l'Amérique. Il y a eu une rupture après, puisqu'il y a eu la guerre entre les États-Unis et l'Allemagne, mais dans les années 70-80, est remonté à la surface dans les mouvements d'extrême droite américains, parce que le parti nazi est rené aux États-Unis, et ces emblèmes que vous voyez de Swastika sont partie prenante de tous les symboles, comme les symboles des croisés, par exemple, des suprémacistes blancs américains et du Ku Klux Klan notamment. Ils n'ont pas disparu de l'imaginaire, et ils sont même
omniprésents aujourd'hui, puisqu'ils prétendent, à travers ces symboles, revendiquer la suprématie de la race blanche, qui fait donc référence au discours des nazis et à la swastika. Alors, est-ce que Assia Traoré, je m'excuse, je dis pas le nom, je m'excuse pour tout le monde, hein, on reçoit, mais on reçoit pas toujours le nom de vos lycées et collèges. Est-ce qu'Assia Traoré est en une du New York Times? Est-ce que le racisme a traversé l'Atlantique? Non, je pense que c'est pas plus que quand on considère que on va mettre une égérie du mouvement Black Panthers dans un magazine français. Elle a fasciné les Américains parce que elle est devenue une figure médiatique en France et les Américains adorent les figures médiatiques pour des fois résumer les situations politiques des différents pays auxquels ils s'adressent. Et puis, elle a fait penser à des personnalités qui datent du mouvement des Black Panthers. Les femmes dans le mouvement des Black Panthers ont été extrêmement importantes, et notamment une égérie qui s'appelait Angela Davis aux États-Unis. Et Angela Davis a été une star mondiale. Je rappelle que toute la presse française dans les années 60 a publié une couverture avec Angela Davis. Et bien, en fin de compte, la presse américaine a vu à travers Madame Traoré un peu ce parallèle du combat, ce parallèle des luttes, en utilisant cette image pour la mettre en couverture. Et d'ailleurs, les articles qui ont accompagné cette mise en exergue en couverture du journal faisaient souvent le parallèle avec Angela Davis comme emblème de la lutte des Afro-Américains dans les années 60. Et c'est assez intéressant parce que les Américains essayent toujours de comprendre l'Europe à l'aune de leur propre histoire, sur tous les sujets. Hein. Alors que c'est, je pense, très différent et qu'il des fois, il manque un tout petit peu de nuance pour regarder la situation en Europe, quand je dis en Europe, parce que ce n'est pas que française, par rapport à ces conflits qui peuvent exister, à ces débats, à ces manifestations, à ces mouvements de fond contre le racisme, qui ne sont pas, et je le redis, de la même texture et de la même nature que le mouvement américain. Ça n'a pas la même historicité, ça ne concerne pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même histoire en tant que telle. Et en même temps, c'est vrai qu'il peut y avoir par contre des points de similitude. On l'a vu sur les violences policières, qui sont des débats qui existent dans les deux pays. Il y a en France quelque chose qui s'appelle la République et qui, comme toute constitution ou comme toute proposition, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette c'est assez fondamental sur la manière dont les couleurs, les races qui ne peuvent pas être admises, c'est très très important pour une nouvelle génération Bien sûr. et de se dire aussi peut-être que c'est une promesse, un idéal, que tous les jours on en voit des différences, mais quel cadre? Est-ce que c'est un cadre qui est différent que les États-Unis et est-ce qu'il vous paraît plus prometteur d'émancipation ou d'égalité ou de... Il l'est. Tendre vers la perfection est toujours compliqué. La République est d'abord un idéal, vous le savez. Et cet idéal a posé des principes fondateurs sur la laïcité, des principes fondateurs sur l'absence de distinction de race des individus, de sexe, de genre, d'origine sociale. On considère dans l'idéal républicain que tous les individus sont égaux. Mais vous le savez, tendre vers un idéal, par définition, c'est compliqué pour y aller. Ça veut dire qu'il y a un chemin. On a fixé un but commun et on se bat pour que ce but commun soit atteint. Ça, pour faire simple et de le résumer en quelques mots, c'est les principes mêmes de la Constitution et de la République française. Ça ne veut pas dire que ces principes sont parfaitement aujourd'hui en place. Il y a encore du combat, on l'a bien vu sur la parité. Et je vous rappelle qu'il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour que les femmes aient le droit de vote. Donc vous voyez que le combat n'est jamais gagné et se poursuit dans le présent. Mais ça, c'est les principes mêmes qui fondent la République française. C'est à travers ce collectif, cet idéal commun, que chaque individu doit avoir l'intégralité de ses droits et sa reconnaissance. En Amérique, la Constitution américaine, le système américain est très différent, puisqu'il a d'abord été fondé très clairement, et l'Amérique a été fondée d'abord comme une nation d'hommes blancs. Je rappelle même que les Irlandais, jusqu'à la fin du 19e siècle, n'étaient pas considérés comme des blancs aux États-Unis. J'ai bien dit les Irlandais. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la conception, c'était ce qu'on appelle les vrais anglo-saxons, qui tenaient des WASP, comme on dit aux États-Unis, la Constitution. Petit à petit, la Constitution américaine a octroyé des droits aux autres. On vient d'en parler et avec le film de Raoul Peck, on le voit très très bien sur le combat des Noirs, mais comme le combat d'ailleurs des Amérindiens qui vivent dans les réserves, ou le combat des Chinese, des Chinois aux États-Unis, pour avoir le droit à l'égalité. Et donc ceci a fait naître quelque chose qui est très différent dans la pensée américaine. On est d'abord dans un combat de communauté. On se bat d'abord dans sa communauté pour que sa communauté obtienne des droits. C'est beaucoup moins individualiste dans le combat de l'égalité formelle. Et ça change beaucoup de choses.
Ça change énormément de choses parce qu'on le voit bien que le combat des Indiens, par exemple, aux États-Unis, qui a été un combat majeur, ou le combat, ou au Canada, par exemple, ou le combat des Noirs ont été souvent des combats communautaires. C'est la communauté qui se bat pour obtenir des droits pour la communauté. Vous voyez bien que c'est très différent entre le système français de l'individu qui a des droits et le système d'une communauté qui va se battre pour avoir ses droits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez une société américaine qui est beaucoup plus fondée sur le communautarisme ou les communautés, et même vous le retrouvez dans les espaces urbains. Vous avez des quartiers hispaniques, des quartiers afro-américains, des quartiers chinese, iraniens, quand vous allez en Californie, par exemple, et qui est très différent de la pensée française. Ça ne veut pas dire que dans le deux systèmes, vous n'avez pas aussi l'individu qui peut avoir un engagement propre, puisque l'Amérique reconnaît aussi des droits individuels à chaque citoyen américain. Ce qui veut dire que ça se superpose à l'idée de communauté. Et en France, je vous rappelle qu'on a conçu une société qui commence maintenant à reconnaître aussi des droits régionaux. Regardez par exemple le statut de la Polynésie ou de la Corse. Donc ce n'est pas aussi manichéen et mécanique que ça. Il y a des nuances, des compréhensions des deux systèmes qui ont fondamentalement des différences majeures, mais qui peuvent aussi avoir des points de connexion qui nous font réfléchir sur comment on atteint l'égalité en fait. Quel chemin on va prendre pour obtenir ce droit d'être tous semblables dans une société et tous des citoyens à part entière. Quelles ont été les nouvelles conditions de vie des Afro-Américains suite à l'abolition de l'esclavage? Vous le savez tous, ou vous, du moins vos professeurs vous auront sans doute parlé, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis est le fruit d'une longue guerre civile qui a duré 5 ans, la guerre de sécession, où en fait les États du sud des États-Unis, par rapport aux États du nord, se sont opposés, se sont fait la guerre, une guerre civile, parce qu'ils n'étaient pas d'accord justement sur le destin des esclaves. Pour faire simple, le nord voulait abolir l'esclavage et les États du Sud, qui reposaient sur des économies esclavagistes avec les plantations, ne voulaient pas voir abolir ce statut. À partir du moment où la guerre est gagnée par le Nord, en 1865, il y a bien sûr l'application, officiellement, de la loi sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et de la traite. Les États du Sud vont mettre beaucoup de temps à l'accepter. Mais dans le même temps, l'Amérique va produire des lois qu'on a appelées les lois Jim Crow, qui viennent d'un personnage un peu imaginaire, si vous préférez un peu, c'est un peu l'histoire du banania français, qui était un personnage fantasmé dans l'Amérique. On a appelé ces lois du nom de ce personnage, Jim Crow. C'est ce qu'on a appelé des lois de ségrégation. Certes, les esclaves ne sont plus esclaves, mais ils ne sont pas citoyens américains. Et les lois de Jim Crow vont imposer aux Noirs, comme à d'autres populations d'ailleurs, je tiens à le dire, des cadres spécifiques. Ils ne pouvaient pas épouser une blanche, ils ne pouvaient pas accéder à certains métiers, ils devaient quelque part toujours être dépendants de tel ou tel employeur. Des lois et ce qu'on appelle la ségrégation qui séparait les blancs des noirs. Et ces lois vont être en vigueur jusqu'aux années 60. C'est d'ailleurs contre ces lois mises en place après l'abolition de l'esclavage que vont se battre les militants des droits civiques dans les années 50-60, c'est-à-dire un siècle après. Ces lois ont même été jusqu'à impacter le cinéma, par exemple. Il y a eu des codes aux États-Unis, les codes Hays, par exemple, qui interdisaient dans le cinéma américain, et écoutez bien ça, qu'un homme noir puisse embrasser une femme blanche dans un film américain. Et ça a duré jusqu'aux années 50. Donc vous voyez que ce qu'on a appelé les lois Jim Crow et toutes les lois périphériques, en fait, ont fabriqué une société séparée à l'intérieur des mêmes frontières. Les gens vivaient dans le même pays, n'avaient pas les mêmes droits au nom de la couleur de leur peau. Et aux États-Unis, une simple goutte de sang noir fait que vous êtes noir. Définissez votre destin, définissez où vous pouvez faire vos études, définissez l'endroit où vous alliez. Ça a été très très loin. Un homme noir ne pouvait pas entrer dans une salle de cinéma de blanc. Il y a même eu un cinéma que pour les Noirs, avec des films que pour les Noirs. C'est-à-dire que toute la société américaine a vécu, en fin de compte, sur deux planètes. C'est comme si vous aviez, en fin de compte, non pas un pays, mais deux pays. Et ceci a construit près d'un siècle du destin de l'Amérique. Et est-ce qu'il y avait des Noirs qui étaient d'accord avec la ségrégation dans le côté, quitte à faire, on est entre nous, voilà, c'est une question posée. Il n'était pas d'accord. Il faisait avec. Il faisait avec ce système de ségrégation et de séparation. Il produisait des films, il montait des entreprises pour Noirs, il vendait des voitures pour Noirs, ils organisaient des concerts de musique pour Noirs. Ils ont essayé d'arriver à fonctionner. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un homme ou une femme noire américaine dans les années 20, 30, 40, 50, d'abord vous devez nourrir votre famille, vous devez vivre dans ce pays et vous n'avez pas forcément la possibilité de quitter ce pays. Beaucoup d'ailleurs ont quitté le sud des États-Unis pour aller vivre dans le nord où leur vie était moins difficile ou partir au Canada.
Mais dans la réalité, ils se sont adaptés à la situation en attendant qu'elle change. Et ça a pris énormément de temps. Je rappelle qu'un grand sportif comme Jesse Owens, qui va être envoyé à Berlin aux Jeux Olympiques, qui va être ultra médaillé d'or, c'est le sportif du siècle quasi, qui va battre les athlètes allemands. Quand il va revenir aux États-Unis, il ne sera même pas reçu par le président américain en 1936. C'était ça l'Amérique de ces années-là. Une Amérique qui vivait en fin de compte avec deux mondes séparés, ce qu'on appelle la ségrégation. Est-ce que les cimetières étaient aussi séparés entre les Noirs et les Blancs? Pas partout. Dans le sud des États-Unis, oui, généralement, et dans le nord des États-Unis, non. Pourquoi? Parce que c'était des espaces urbains, et les gens, vous savez, aux États-Unis, sont plutôt enterrés au nom de leur religion. Donc c'est un peu compliqué à comprendre peut-être pour les Français. D'abord, la religion est très présente aux États-Unis. Je vous rappelle que c'est un pays où le chef de l'État, le président américain, prête serment sur la Bible, ce qui des fois nous étonnera tous. Et donc la religiosité est beaucoup plus importante. Si vous étiez catholique, vous étiez enterré avec des catholiques, mais si vous étiez adventiste, vous étiez enterré avec des adventistes. Et je dirais que le seul moment dans le nord des États-Unis où les hommes et les femmes étaient égaux, c'est devant la mort. Ils pouvaient être enterrés dans les mêmes cimetières. On a vu dans le film, et aussi par rapport à vos recherches, et puis évidemment, je pense au travail que l'on fait avec Cinéma pour tous, la grande importance des images, des représentations, comment ça peut façonner un imaginaire personnel, mais aussi carrément, on voit les images maintenant sont mondialisées, c'est carrément, on se raconte une histoire de l'Amérique qu'on voit à travers son cinéma. Bien sûr, et d'ailleurs, Baldwin, dans le film de Raoul Peck, dit cette phrase extraordinaire au début des cinémas de cow-boys, d'Indiens, de John Wayne: je croyais être du côté des cow-boys et j'ai un jour découvert que j'étais du côté des Indiens. Ça, c'est quelque chose de formidable. Énorme. Énorme. C'est une des plus fortes scènes du film parce qu'elle nous montre, à travers ça aussi, comment l'image, l'imaginaire, fabrique un monde de domination, ou fabrique une forme de normalisation de cette séparation, ou fabrique des codes dans lesquels les gens se reproduisent. Et la nouvelle génération, c'est pas différent. Et ça peut peut-être être sur TikTok qu'ils vont se construire leur identité, ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais en tout cas, l'image continue à fabriquer des modèles, continue à fabriquer des stéréotypes, continue à fabriquer des univers. Et ces univers fabriquent les identités, positivement ou négativement, hein. Et ils sont omniprésents. Il ne faut pas croire qu'on a changé là-dessus. Nous sommes toujours dans un monde où les codes visuels, la manière dont on va montrer telle ou telle personne, un jeune homme ou une jeune femme, vont encore avoir une influence énorme. C'est bien pour ça que l'importance d'apprendre, et ce que font les enseignants, et tous vos enseignants, est très important sur décoder les images, ne pas les prendre pour ce qu'elles sont. C'est pour ça que j'ai trouvé très bonne la question qui a été posée tout à l'heure sur la réalité des archives. Il faut toujours se questionner sur une archive, sur un document, sur une photo, sur un dessin. Il faut toujours se questionner du comment elle a été faite, pourquoi elle a été faite, pourquoi. Parce qu'une image peut mentir. Une image ne dit pas forcément la vérité. Qui l'a faite, comment il a été faite, pour qui elle a été faite, dans quel contexte elle a été faite. Et le fait de s'interroger sur les images, comme vous le faites sur un texte avec vos enseignants, c'est fondamental. Parce que c'est ça qui vous rend intelligent. C'est ça qui évite que vous soyez manipulé par les images. Vous devez toujours garder votre esprit critique sur une image. Ce n'est pas parce qu'il y a une image que c'est le réel. Il faut savoir ce qu'il y a derrière l'image pour arriver à la comprendre et à la décoder. Et en même temps, on le sait aujourd'hui que le langage des images, nous sommes beaucoup plus vigilants qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Nous avons appris à décoder ces images aujourd'hui parce que nous vivons beaucoup plus dans un environnement imagé que nos arrière-grands-parents. Vous savez, on sait aujourd'hui à peu près que vous voyez en une journée sur vos portables plus d'images que vos grands-parents en toute leur vie. Vous vous rendez compte? En une journée, vous en voyez plus que vos grands-parents dans toute leur vie. Déjà, ça vous montre le poids que l'image a aujourd'hui dans notre temps présent. D'autant plus important est le travail qui est fait par les enseignants d'apprendre à lire les images. Alors justement, le lycée Pierre-Gilles de Gênes vous demande comment expliquer que le cinéma français fasse si peu de place à la diversité de sa population. Faut-il mieux être montré sous forme caricaturale plutôt que totalement nié? C'est une très bonne question piège. Très, très bonne question piège. Alors, je vais répondre d'abord à la première partie, puis après à la deuxième. Le cinéma français, pendant très longtemps, a oublié les populations issues des immigrations, ce qu'on appelle post-coloniales, qui viennent des Antilles, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent du Maghreb ou qui viennent d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou d'Océanie, d'ailleurs, on peut le dire aussi. Elles ont été peu présentes dans le cinéma, et quand elles ont été présentes, c'est pour quelques films. Je pense à des films comme Black Micmac, Coup de torchon à une époque, mais donc c'était extrêmement réduit. C'est en train de changer depuis une dizaine d'années, d'abord parce que certains se battent pour qu'il y ait un rééquilibrage, parce que maintenant il y a des acteurs
majeurs ou actrices majeures, je pense à Issa Maïga, dont vous avez dû entendre parler dernièrement, ou des acteurs comme Omar Sy, que tout le monde connaît, qui eux-mêmes, quelque part, ont leur public, ont réussi à démontrer que les films qu'ils faisaient étaient des films qui fonctionnaient dans la société. Et puis, ce sont des personnalités majeures et charismatiques du temps présent. Et que maintenant, il y a une génération d'acteurs et de réalisateurs, je pense à Lucien Jean-Baptiste par exemple, incroyablement riches et féconds, qui proposent des choses extrêmement intéressantes. Après, c'est une vraie bonne question. Faut-il être absent des écrans quand il vous présente de manière caricaturale, ou faut-il quand même faire sa carrière d'actrice ou d'acteur dans un cinéma qui va vous caricaturer? Je ne sais pas. C'est une très très bonne question et je vais vous dire une chose, seul celui qui est acteur ou actrice, à l'aune de son propre choix personnel, peut répondre à cette question à ma place. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment un choix intime. C'est vraiment un choix. Est-ce que je dois sacrifier ma carrière d'acteur parce qu'on ne me donne que des rôles stéréotypés? Et tous les jeunes acteurs et actrices connaissent ça encore aujourd'hui, hein, quand ils font des tests pour être dans un film. Ou est-ce que je dois totalement refuser de participer à ce type de cinéma? Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des réponses qui doivent rester au niveau de l'individuel, de chacun dans son choix et dans son fort intérieur et dans son choix. Si on avait écouté cette règle de ne rien faire, Joséphine Baker, qui dans les années 30 va choisir de se mettre sur scène avec, vous savez, son célèbre régime de bananes et danser, avant de faire changer la mentalité des gens, en ayant pris au départ tous les fantasmes exotiques que les gens de l'époque avaient, elle va les retourner pour devenir quelque part l'égérie d'une nouvelle pensée et imposer une norme autre, la sienne, celle de Joséphine Baker. Si Joséphine Baker avait écouté les bien-pensants, elle n'aurait rien fait. Et aujourd'hui, c'est une des plus grandes artistes françaises du XXe siècle. On pense même la faire rentrer au Panthéon. Donc, je n'aurais pas du tout la prétention de répondre à leur place. Et je pense que c'est une question, pour eux en tout cas, fondamentalement compliquée. Selon vous, pourquoi Olpec a choisi Joe Star pour la voix? Oh, je pense pour deux raisons essentielles. D'abord, Joe Star est un ami, donc je ne peux pas dire de méchanceté de Joe Star. Mais d'abord, il a une voix unique au monde. Il aurait pu choisir aussi un Abdel Malik, qui a aussi une voix reconnaissable. Mais Joe Star a une voix qu'on connaît tous. Et je pense que Joe Star, en plus, emblématise à travers sa personnalité quelqu'un qui est un battant. Quelqu'un qui, à travers sa chanson, sa musique, le rap qu'il a amené en France, NTM, il a amené une certaine vision de quelqu'un qui ne lâche rien, de quelqu'un qui a des choses à dire. Et puis, Joey, que moi je connais très très bien, est quelqu'un que, rappelez-vous, s'était engagé dans les années 2005-2010 à travers un mouvement autour de la mémoire justement et de l'histoire. Et c'est très important, c'est pas quelqu'un qui est neutre sur ces questions. C'est quelqu'un qui a un point de vue. C'est donc quelqu'un qui est un homme et un artiste engagé. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons que Raoul Peck va le chercher. C'est parce qu'il est à la fois le symbole de quelqu'un engagé, il a une voix mythique, il a une personnalité de combattant. Quand on voit Joey, c'est quelqu'un qui est très impressionnant. Et en plus, c'est quelqu'un qui, dans l'intimité, moi qui le connais bien depuis 15 ans maintenant, est quelqu'un qui a vraiment un point de vue sur ces enjeux-là. Et puis sa voix, elle est exceptionnelle. Voilà, on la reconnaît, on sait que c'est Joe Star. Voilà. Alors après, des gens n'ont pas aimé. Moi, j'aime plutôt. Je trouve que c'est une voix forte qui apporte quelque chose, mais je peux comprendre que certains n'ont pas trouvé que la voix était adaptée au récit sur Baldwin. Alors, là, il y a deux questions extrêmement… Peut-on comparer l'héritage de l'esclavagisme aux États-Unis et celui de la colonisation en France? Voilà, je vous laisse avec celle-là et on fera l'autre après. Non, ils sont très différents et en même temps, il y a des points communs. Je vais m'expliquer. L'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis est une histoire qui se passe dans un territoire fermé, sur des frontières données, avec une vie au quotidien de l'ensemble de la nation américaine. Donc, par définition, il a fabriqué une matrice parce qu'il y avait l'interdiction des mariages, parce qu'il y avait les maîtres qui abusaient des femmes, parce qu'il y a eu des renouvellements d'esclaves qui sont arrivés pendant des siècles et des siècles, parce qu'il y a eu une guerre de sécession. Tout ça s'est passé dans des frontières données. Et donc, ça a produit une histoire très particulière à l'intérieur de la société américaine. L'histoire de l'esclavage français et de la colonisation française, même s'il y a des points de connexion, se passe à l'extérieur des frontières hexagonales. Pour beaucoup de Français, ça a été une histoire lointaine. Elle ne l'est pas en réalité. Hein. Attention, hein. Il y a des points de convergence. Je pense à l'Algérie, par exemple. Je pense aux Antilles. Mais elle est perçue comme lointaine. L'histoire de l'esclavage et de la colonisation se sont passées sur ces territoires ultramarins. Donc, ça fait quand même une différence majeure sur la notion d'héritage et de perception qu'on peut en avoir. Pour autant, dans la société française aujourd'hui, comme dans la société américaine, les gens sont venus vivre en France dans l'ancienne puissance coloniale. Par exemple, avec le BUMIDOM, qui a été l'organisation du départ de travailleurs et de travailleuses antillaises et réunionnaises vers la France à partir de 1963.
plus de 250 000 Antillais sont venus vivre en France. De même manière, beaucoup d'Algériens, Tunisiens, Marocains, Ivoiriens, Sénégalais, Malgaches, Vietnamiens, Cambodgiens sont venus vivre ou Comoriens sont venus vivre en France après les indépendances. Donc, aujourd'hui, dans l'Hexagone, vous avez des gens qui sont héritiers de cette histoire, qui ont eu leurs grands-parents, comme on dit, là-bas. Et donc, là, vous avez quelque chose qui peut paraître de commun, c'est que nous avons un héritage différent. D'un côté, les Blancs américains et les Noirs américains, par exemple. Et bien en France, les descendants blancs d'une histoire lointaine sur le sol hexagonal et ceux qui descendent de ces ex-territoires coloniaux. Et maintenant, ils vivent dans le même pays. Donc là, vous avez un point de ressemblance. Au niveau de l'héritage, au niveau de mémoires différentes de ce récit, qui doivent apprendre à vivre en commun dans la société actuelle, ce qui n'est pas simple. Parce que nous aurons toujours des mémoires différentes. C'est normal, c'est la mémoire de nos familles, c'est la mémoire personnelle, c'est la mémoire du pays où nos parents ou nos grands-parents sont venus, c'est une chose. Moi, je suis un petit breton, j'ai une mémoire de petit breton. C'est l'histoire que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents m'ont transmise. Mais en même temps, nous avons une histoire commune. Et c'est le même principe aux États-Unis. C'est de cette histoire commune, malgré ses douleurs et ses parts d'ombre, comment on arrive à la raconter en commun et à s'en emparer en commun pour arriver à réduire les brûlures de l'histoire, sans pour autant rêver d'une mémoire unique. C'est très compliqué et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de perdre sa mémoire et de son récit. Son récit, c'est aussi son identité. C'est d'où on vient. C'est pourquoi nos parents ou nos grands-parents sont venus vivre en France. C'est pourquoi et comment on pense cette histoire et ce passé. C'est comment on se voit dans les images coloniales, par exemple. C'est toutes ces questions-là. Je pense qu'il faut en parler, mais en même temps, il faut aussi essayer de construire un récit commun qui tienne compte des appréhensions, des douleurs, mais en même temps des regards. J'aime bien discuter avec mon ami Alain Maboukou, d'origine congolaise, dont certains savent que c'est un grand romancier qui vit aujourd'hui à Los Angeles, qui est un professeur là-bas. Et quand on se parle avec Alain, on se dit toujours cette chose incroyable. L'histoire coloniale a produit tout ce qui pouvait être terrible, mais a produit une chose qui est fantastique. Nous parlons tous les deux dans la même langue et nous avons la même histoire. Au nom de ça, nous construisons plein de choses ensemble. Voilà. C'est complexe, c'est toujours douloureux, c'est difficile, c'est différent, mais il y a ce point de ressemblance aujourd'hui. Nous vivons dans des pays et en plus qui sont de plus en plus mondialisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas imperméables à l'histoire de l'Amérique et l'Amérique n'est pas imperméable à l'histoire de l'Europe. Nous nous fabriquons aussi dans un monde aujourd'hui qui quelque part est un va-et-vient permanent, d'abord par les individus, et beaucoup d'entre vous iront faire vos études ailleurs qu'en France à un moment, mais aussi sur vos réseaux sociaux, sur les endroits où vous allez quelque part surfer en permanence. Vous êtes mondialisé dans votre rapport au monde. Vous écoutez de la musique qui vient d'Amérique, vous allez voir un TikTok qui vient d'Inde, vous allez peut-être écouter une chanson qui vient du Sénégal ou regarder un match de foot qui a lieu à Singapour. Vous êtes rentré dans un temps mondialisé. Donc ces histoires, cette nouvelle modélisation du monde, ces manières d'hériter sur nos territoires d'histoires certes différents au départ, mais qui aujourd'hui font que les populations ont des parcours croisés, fait que nous avons des points de ressemblance. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la situation des Juifs en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale? À la fois oui et non. Il y a un parallèle sur les stéréotypes, sur la désignation de l'autre, sur la manière de construire un autre différent et dangereux, dans le discours nazi par exemple, ou dans l'Espagne qui a expulsé les Juifs en 1492, où on les présentait comme des maudits, des descendants du diable. Il y a eu une construction de l'autre stéréotypique qui en a fait un objet quelque part de monstruosité ou un objet de différenciation pour expliquer que les Juifs étaient différents des chrétiens et des Blancs. Donc là, il y a des points de ressemblance. La grande différence, même s'il y a eu le lynchage aux États-Unis, 4500 à peu près lynchage au fin 19e jusqu'au milieu du 20e siècle aux États-Unis, mais donc s'il y a eu mort d'hommes ou de femmes, et aussi de juifs, puisque je vous rappelle que le Ku Klux Klan tuait et lynchait aussi des juifs aux États-Unis, ce qu'il ne faut jamais oublier. La différence fait que l'idée nazie, racialiste, était une idée d'extermination des juifs, de les faire disparaître de la surface de l'Europe. Le processus je dirais, de ségrégation, le processus de haine, de stéréotypie, de discours, de lois, les lois nazies qui ont été prises, a eu pour finalité et avait pour finalité idéologique de faire disparaître les Juifs de la surface de la Terre. Ce n'est pas le même processus dans le racisme aux États-Unis notamment, face aux Noirs ou dans le système colonial. On ne va pas aux colonies pour tuer. On ne fait pas venir les Noirs dans les plantations pour les tuer. On ne va les tuer potentiellement que parce qu'ils vont se révolter. Ce qui n'est pas la même chose. Dans un cas, c'est un système d'exploitation. Mon ami Lilian Thuram dit toujours cette chose qu'il ne faut jamais oublier. S'il y avait des Noirs dans les champs de coton aux États-Unis et s'il y avait des Noirs dans les plantations aux Antilles, c'est parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent que de payer des salariés.
Il y a une raison capitaliste. Pour les nazis, la seule raison qui valait pour les juifs, c'est qu'ils disparaissent. Merci beaucoup. Le temps passe. Aujourd'hui, je voudrais pas qu'on se quitte avant que vous nous présentiez en avant-première, ce qui est un vrai cadeau. Je crois que vous avez aujourd'hui même, c'est une date importante au sujet d'un rapport qui va peut-être transformer la France entière, nos piscines, nos écoles, nos rues. Racontez-nous. C'est très simple. Le président de la République, Emmanuel Macron, et la ministre chargée de la ville, Nadia Hay, m'ont demandé il y a quelques mois de réfléchir à pourquoi les maires de France mettaient si peu de noms de personnes issues de l'immigration ou des Outre-mer sur nos rues, sur nos médiathèques, sur nos stades de sport, dans nos bibliothèques. Et en fait, je leur ai dit, c'est parce qu'ils connaissent très, très, très mal ces Français depuis 2 siècles qui ont apporté énormément à la France et que quand ils veulent mettre quelqu'un, comme on dit, de la diversité, ils vont prendre Martin Luther King, Allende, ils vont aller chercher Rosa Parks, ils vont prendre Mandela, ce qui est très bien, hein, mais ils ne prennent que ça. Parce qu'ils ne connaissent pas ces personnalités incroyables. Je pense à l'aviateur vietnamien Do Huy, je pense à cet Antillais Mortenol qui a défendu Paris en 14-18, je pense à ce grand résistant Adiba, je pense au plus grand joueur de foot de l'entre-deux-guerres, Ben Barret, qui était la star de Marseille. Je pense à des centaines de personnalités qui ont toute leur place dans le grand récit français, qui ont leurs parents ou eux-mêmes sont nés à l'étranger ou hors de l'Hexagone, ou sont nés dans les Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, et qui ont été, pour l'histoire de France, des personnes au destin incroyable, qui ont apporté à la France sa richesse. Des fois, ils sont morts pour la France à la guerre. Ils ont chanté la France comme Aznavour. Ils ont été des acteurs économiques, des acteurs politiques fantastiques. Et donc, j'ai dit au président de la République et à la ministre, on va faire quelque chose de très simple. On va aider les maires, puisqu'on ne peut pas décider à leur place, puisque ce sont les maires qui décident, et leurs conseils municipaux. On va leur proposer 318 portraits exceptionnels. Et on a travaillé pendant 4 mois avec 40 historiens et sociologues, avec un conseil scientifique de 18 personnes, à gratter comme ça, on avait 3000 noms au départ, les 318 qui nous paraissaient les plus intéressants pour commencer, et pour aider les maires en cette année 2021 à commencer à ouvrir des voies et des routes, pour réfléchir à comment on va changer notre manière de penser la France de demain. C'est quoi comme idée? C'est très simple. Le matin, vous vous lèverez, vous traverserez avec votre voiture une avenue Joséphine Baker, vous irez faire votre partie de tennis ou votre sport, votre football dans un stade El Wafi, champion olympique de 1928 au marathon aux Jeux d'Amsterdam. Puis après, vous irez à la bibliothèque Paulette Nardal et vous terminerez tranquillement la journée en allant boire un verre avec vos copains et vos copines sur une terrasse qui s'appellera peut-être, je sais pas moi, tiens, Raoul Peck. C'est ça qui fait l'importance de normaliser dans l'espace public des noms qu'on ne connaît pas et de leur redonner à travers simplement la tranquillité quotidienne dans chacune de nos villes, petites villes, grandes villes et nos campagnes et en Outre-mer, tout simplement de raconter d'autres personnalités de l'histoire de France. Je ne veux enlever personne. Tous ceux qui sont là sont très bien. Après, il peut y avoir un débat sur leur légitimité ou pas, mais ce n'est pas l'idée de remplacer. L'idée, c'est d'être à côté, d'être là, d'être présent. Et petit à petit, que les maires s'en emparent. Nous, on a fait notre travail. On a bien dit au président de la République qu'on ne changerait pas un seul nom de ceux qu'on proposait parce que c'était notre choix indépendant. Donc 318, il y a de quoi choisir, il y a de quoi creuser dedans et avoir des très belles histoires à raconter. Et ça permettra à la génération future, vous, d'une certaine manière, d'avoir une histoire de France sur les murs de France qui correspond beaucoup mieux à l'histoire de France. Merci beaucoup. C'est d'abord une avant-première parce que je sais qu'on doit vous laisser. Vous avez un rendez-vous pour dire tout ça à Télérama. Exactement, vous avez tout compris, c'est ça, j'essaye. Et maintenant, je fais le VRP, c'est-à-dire que je vais expliquer à tout le monde pourquoi on a fait ce beau travail et pourquoi on s'est tous engagés pour cette liste. Après avoir convaincu le président de la République qu'il fallait faire quelque chose de fort et de l'appuyer, maintenant, j'ai 60 millions de Français à convaincre que c'est une belle idée. Vous avez déjà commencé par 806. Merci beaucoup. Très, très, très content. Et parlez-en dans vos villes, parlez-en dans vos communes pour que les noms de vos établissements scolaires, de vos bibliothèques, de stades de foot où vous allez changent demain et qu'il y ait une plus grande richesse dedans. Et Ben Barret. Et je vous rappelle que la Bretagne est là parce qu'on a 7 classes de Vannes quand même. Ah, alors si vous avez Vannes, moi qui suis du Morbihan, alors là, c'est un vrai plaisir. Bonjour à la Bretagne. En tout cas, merci encore. Très heureux que ce film ait été programmé aujourd'hui parce que c'est un grand film, un film important. Je vous rappelle qu'il avait été en compétition pour les Oscars en 2017, donc c'est un film qui, pas qu'en Amérique, à l'échelle du monde, raconte beaucoup de choses et je trouve que c'était une très, très belle programmation et bravo à tous vos enseignants et enseignantes
d'avoir eu l'idée, l'envie avec vous d'être présente aujourd'hui. Et j'espère que mes réponses ont été les plus claires possibles, les plus intéressantes possibles et que je ne vous ai pas frustré par manque de réponses sur d'autres questions que vous auriez eu à poser. Très belle journée à tous en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous, on va rester 2 secondes. Pour Pascal, il reste. Voilà. Alors, j'espère, c'est terriblement frustrant de ne pas vous voir, de ne pas vous entendre. Donc, merci beaucoup de nous envoyer des petits témoignages, une petite photo, un message. S'il y a encore une question qui n'aurait pas été posée, je m'en excuse, mais on pourra y répondre. Vous connaissez notre adresse, Cinéma pour tous. Au revoir à tous. Et visiblement, comme ces projections en attendant la réouverture des salles de cinéma vous plaisent, et ben prochainement, on revient avec une autre proposition. Voilà. Au revoir. Là, je fais quoi ?